01 Business avec Frédéric Simotel. On parlait à l'instant de cette tension sur les profils tech, mais là on va en reparler avec nos invités. Comment faire face à la pénurie de talents tech? Est-ce que notre souveraineté technologique aussi passe par là, les retenir, les fidéliser? Et puis pourquoi il y a un marché de recrutement à deux vitesses? On va en parler avec nos deux experts. Mehdi Chouiten, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Datategy, entreprise spécialisée dans la data science. En gros, de ce que j'ai compris, vous permettez de rendre l'intelligence artificielle plus visible, enfin plus facile à utiliser pour les entreprises. Hein. C'est un peu ça votre Exactement, on permet effectivement de rendre l'IA plus facile à utiliser et plus compréhensible par des managers qui ne sont pas eux-mêmes data scientists. Oui, et on sait que combien c'est compliqué. Et Stéphane Duret, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes associé au groupe Magellan Partners. Ça, c'est un groupe, c'est 1400 personnes, c'est ça, les chiffres d'affaires, 170 millions d'euros en 2020. Pénurie des talents tech. Je disais à l'instant, alors on le sait, on a du mal à trouver, et puis on parlera aussi des femmes qu'on a du mal aussi à sourcer dans cet univers. Et pour vous, je parlais de souveraineté, parce que souvent on parle de souveraineté technologique face aux GAFA, etc., mais une souveraineté technologique aussi sur ces talents. Hein, exactement. Aujourd'hui, on a un véritable enjeu d'avoir des compétences fortes sur notre territoire pour pouvoir répondre aux besoins. On vit une révolution significative. Hein. La révolution numérique aujourd'hui est très en marche, très avancée. Nos clients, les entreprises françaises ont besoin d'aller vite. Et pour aller vite, il faut avoir des compétences. Et ce vivier aujourd'hui est un tout petit peu restreint par rapport à la demande du marché, tout simplement. Et donc, il y a un véritable enjeu de pouvoir changer cette donne et aller plus vite sur la transformation des compétences du marché. Et pour vous, c'est quoi les 2-3 recettes là, comme ça, qu'il faut aller chercher là? Globalement, il faut déjà peut-être faisable assez vite, on va dire, sans repartir dans l'enseignement où il faudrait y aller plus tôt, mais là on sait bien. Mais déjà là, aujourd'hui, on sait qu'on a une pénurie d'ingénieurs sur des profils d'expertise extrêmement avancés. Et dans l'infra, le cloud, la data science, l'IA, etc. Et donc, l'une des solutions, c'est la reconversion professionnelle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'on communique et qu'on travaille plus sur cette capacité-là. On sait qu'il y a des secteurs d'activité qui ont beaucoup souffert, eux, de la crise et qui peuvent être un deuxième souffle pour beaucoup de gens. Il suffit d'avoir une petite volonté, je dirais, une petite culture technologique, une petite volonté de voir quelque chose de nouveau. Et c'est des choses qui fonctionnent bien. Et vous avez raison de le dire, Stéphane Duret, de cette petite culture technologique, c'est pas la peine de repartir pour 5 ans d'études d'ingénieur. On voit aujourd'hui, et j'imagine dans la data science, finalement, ce qu'il faut, c'est bien connaître le métier pour bien analyser les datas. Après, si on n'est pas le meilleur en algorithmique, on va trouver un développeur qui sera là, mais c'est un peu ça, non, Mehdi Chouiten? Alors effectivement, aujourd'hui, un projet informatique au sens large, il comprend forcément une partie data, une partie développement, etc. Donc on ne demande pas à une seule personne d'être mouton à 5 pattes qui maîtrise tout. Sinon on ne trouvera jamais. Chacun son expertise finalement. Effectivement, les data scientists s'occupent moins de data engineering et plus d'algorithmique, de prédiction, de réseaux de neurones et ce genre de choses. Donc ça veut dire souvent on peut avoir des gens qui connaissent parfaitement le métier, qui seront beaucoup plus... et pas forcément informaticiens à la base, mais vers qui, et puis en plus avec les nouvelles technologies de low-code, no-code, on peut arriver à les glisser sans qu'ils aient vraiment à se reformer sur des langages où là on peut comprendre qu'on soit un peu c'est exactement réticent. Ça. Il y a toujours besoin entre guillemets, de rockstars de la tech qui sont vraiment experts en algorithmique, etc. Ça, effectivement, il y en a besoin, mais c'est pas la majorité des profils, c'est plutôt des gens effectivement qui ont besoin de faire tourner des logiciels qui existent déjà ou des algorithmes qui sont déjà en production. Et ça, effectivement, l'existence de plateformes low-code permet à ce genre de profil, voire même à des profils qui viennent d'autres métiers mais qui se sont reconvertis dans la tech, de rentrer dans ce secteur-là. Alors vous parlez de rockstar, justement. Rockstar, ça veut dire qu'on les paye cher. Est-ce que finalement, parce qu'on a du mal à les retenir, on les paye pas suffisamment cher, nos ingénieurs, Stéphane Duret? Alors, il y a effectivement une course... Vous parlez en votre nom, vous n'avez pas parlé uniquement pour Magellan. Hein, non, il y a au nom de la profession. Exactement, il y a une course sur le marché, les talents sont difficiles à retenir. J'aime bien le terme de rockstar parce qu'effectivement, les plus compétents, les plus en avance vont être des gens qui vont avoir une attente significative en matière de rémunération. Et donc, c'est vrai que pour les retenir, les choses changent. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin d'avoir un environnement très sympathique, avec beaucoup de choses qui étaient... voiture, plein de choses de ce type-là qui ont été plutôt amenées
effectivement par certaines sociétés américaines. C'est une vraie culture, une culture qui change aujourd'hui. Et la crise qu'on vient de vivre, la crise Covid qu'on vient de vivre, nous a fait changer nos façons de travailler. Donc aujourd'hui, ces mêmes rockstars ont des exigences qui sont de rester, par exemple, tout le temps en télétravail, de jamais pouvoir venir au bureau. J'ai même un exemple de quelqu'un qui a dit je veux travailler entre telle station de métro et telle station de métro. Voilà. J'ai entendu ça, véridique. Il y a ça, mais on voit même apparaître aujourd'hui des business paradise où, par exemple, en Thaïlande, ils ont monté des zones super bodybuildées avec les accès réseaux puissants, etc., pour accueillir des travailleurs étrangers qui viendraient s'installer là, dans un paradis. Et puis, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a cet enjeu de rétention des talents qui est extrêmement importante. Donc, je dirais la course à la rémunération est un des éléments. Mais il y a aussi des choses qui sont plus dans la relation qu'on peut avoir aussi avec ces personnes-là. Ces talents-là veulent des projets intéressants, veulent des sujets qui vont les challenger. Et donc, on doit les alimenter à travers ça. Et des projets intéressants. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose sur lequel on devrait insister pour fidéliser et en attirer de nouveaux. C'est justement l'importance de tout l'écosystème que l'on a aujourd'hui. C'est vrai que faire travailler des ingénieurs, voilà, dans une SN, une boîte de consulting, et leur dire voilà, vous avez accès à des startups, vous avez accès à des universités, des centres de recherche. C'est des choses, j'imagine. Pour vous, Mehdi Souten, là chez DataTG, vous pouvez dire, bah voilà, nous on travaille, enfin j'imagine que vous travaillez avec des centres de recherche, avec des startups, avec des grandes entreprises du consulting, des grands comptes. Ça aussi c'est attirant de se dire, tiens, comme ça, si je veux rebondir, Exactement. Opportunité de changer. Et ça en Thaïlande, je l'ai peut-être pas tout de suite. Non. C'est un peu loin. Alors c'est effectivement un des enjeux de l'attractivité. Je pense que la Silicon Valley, ce qui fait que c'est attractif, c'est bien sûr des grosses success stories de start-up, mais aussi Stanford University et d'autres universités qui créent en fait, qui contribuent à cet écosystème. Alors nous, on contribue aussi à des universités comme Paris-Saclay par exemple, et je pense qu'aujourd'hui, le travail qu'il y a à faire, c'est justement à la fois sur ce sujet de formation des ingénieurs, mais aussi un lien permanent entre les start-up et ces universités, écoles, etc., tout en garantissant en fait que les startups qui éclosent en France restent en France sur la durée, et que finalement, même si une startup n'est plus une startup parce qu'elle devient une grosse structure, qu'elle puisse rester en France, parce que c'est ça aujourd'hui qui fait aussi qu'il y a une attractivité. C'est notre souci. Je disais en introduction, il y a dans le recrutement de la tech, on dit que c'est un marché à deux vitesses. Je ne sais pas lequel... Stéphane Duret. Le marché à deux vitesses, parce qu'effectivement, il y a la notion de ces super experts qui eux, tirent tout vers le haut avec une rareté de présence, qui ont souvent un niveau de compétence très élevé, donc avec un niveau de formation extrêmement important et avec une logique d'enrichissement permanente pour pouvoir rester au top. Et puis, il y a des métiers qui sont en train de diminuer. On parle beaucoup du cloud, les métiers dans le domaine des infrastructures, la gestion des infrastructures, par exemple. On voit le temps d'embauche de ces profils-là qui augmente. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de reskilling sur les nouvelles technologies. Et donc, on est sur une page qui est plus ancienne et de facto, c'est pas ce que demande le marché aujourd'hui. Et c'est là où la formation... Pardon, oui, c'est pour ça qu'on a ce marché à deux vitesses, parce qu'effectivement, il y a un drive qui est tiré par tout un tas de technologies un peu pointues. Et là, j'insiste vraiment sur cette notion d'expertise, en fait, qui est très importante dans l'équation, versus des activités qui sont un peu plus anciennes et qui ont donc plus de mal à trouver leur place. Dans l'équation, c'était important. Vous parliez tout à l'heure l'histoire, mais je ne connaissais pas l'histoire de la Thaïlande. J'imagine, bon, il y a le cadre de vie, mais même sans aller aussi loin, permettre à quelqu'un de dire, vous pouvez continuer à vivre dans votre région. Voilà, bénéficier de tout ça. Mais il y a aussi, je trouve, quelque chose que demandent les jeunes aujourd'hui, c'est tout ce qui est la qualification, les formations. Enfin, j'entends des gens qui disent moi je viens, mais je veux être formé à AWS, à Azure. Enfin voilà, parce que pour eux, ça fait une ligne de plus dans le CV et qui peut être importante par la suite. C'est un enjeu majeur, la formation, effectivement. Nous, on l'applique énormément à nos équipes. On est très insistant sur le sujet parce que la formation, c'est ce qui fait qu'on devient meilleur dans notre job. Et c'est très important parce que c'est un monde qui évolue très très vite. On le voit bien. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sortent régulièrement, qui imposent un nouveau mode de fonctionnement. Et donc, du coup, si on ne se challenge pas par rapport à ça, si les gens ne se challengent pas et ne remontent pas en selle systématiquement sur leur formation, ils suivent pas. Et en plus, ces grands acteurs de la technologie qui drive un peu tout ce marché ont une capacité d'innovation qui est colossale. Et donc, ils ajoutent, ils inventent, ils rajoutent des choses systématiquement dans leur catalogue de savoir-faire qui nous imposent de courir après cette dimension-là par la formation. Alors, il y a ces formations et puis il y a, j'imagine, chez vous, chez DataTG, Mehdi Souten,
il y a ces parties soft skills aussi. C'est bien d'embaucher des gens bons, super compétents, tout ça, mais il faut qu'ils puissent travailler en équipe. Enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Exactement. Alors, ça, c'est un point important aussi. C'est un enjeu crucial en fait de l'intelligence artificielle, effectivement, parce que c'est une technologie que peu de gens comprennent. Quand on rentre vraiment sous le capot, les gens ne comprennent pas forcément toujours ce qu'il y a en dessous. Donc avoir des gens qui sont à la fois très bons techniquement, mais qui sont capables d'expliquer à des clients ce qui se passe sous le capot, effectivement. Ou d'emmener des plus jeunes avec eux dans leur projet. Voilà, c'est aussi un vrai enjeu. Donc on est dans un environnement concurrentiel. Il y a des grosses startups américaines qui occupent le terrain de l'IA. Donc être capable à la fois d'avoir un produit techniquement qui soit supérieur, mais aussi de convaincre les clients que c'est supérieur, ça implique des profils qui sont capables de communiquer ça vis-à-vis des clients et vis-à-vis des nouveaux talents qui rejoignent l'entreprise pour qu'ils soient vraiment convaincus qu'on est dans une aventure entrepreneuriale qui vise finalement à concurrencer les plus grands. Vous cherchez combien de personnes aujourd'hui chez DataTG ? On cherche à très court terme une douzaine de personnes et sur les années qui viennent, 200 personnes. Ouais. Et vous voyez, le plateau d'avant, il y a une demi-heure, c'était déjà 20 personnes sur un effectif de 30 aujourd'hui. Et vous, chez Magellan ? Nous, on a pour objectif de recruter 450 personnes en 2022. Bon, et ben voilà, c'est quand même c'est au beau fixe l'emploi. Enfin, je veux dire au beau fixe pour ceux qui vont se former, mais encore faut-il avoir tout ce sourcing, ces ressources. Et c'est là où il y a beaucoup de travail à faire. Mais moi, je crois beaucoup à ce que vous avez dit, Stéphane Duret, c'est la requalification, la reformation, amener des gens qui, voilà, on a vu une industrie chimique qui a eu du mal, il y a d'autres industries qui ont du mal, et réussir à amener tous ces ingénieurs, ou alors des gens qui n'ont pas du tout cette formation, d'aller, pourquoi pas vers la data. Merci à tous les deux. Mehdi Chuiten, donc fondateur de DataTG, et Stéphane Duret, associé au groupe Magellan. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.